L'objet d'un avis favorable de la commission. Sur l'article 10, je suis saisi d'un amendement de suppression de l'article de M. Pauget. Monsieur Pauget, vous avez la parole. Merci, Président. C'est un article important parce qu'il prévoit donc le doublement des plafonds des chiffres d'affaires des micro-entreprises. Et même si sur le fond, moi, je souscris à la volonté d'accompagner et développer l'entrepreneuriat dans notre pays, j'attire quand même l'attention et je voudrais qu'il y ait une démarche de vigilance qui se mette en place. Et si je propose de supprimer cet article, c'est plus en adoptant le principe de précaution que de vouloir aller à l'encontre, de vouloir développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Aujourd'hui, il y a déjà une distorsion entre les micro-entreprises et ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs et les pans d'économie traditionnelle, et notamment l'artisanat. L'artisanat et les chambres de métiers d'artisanat souffrent déjà, et j'ai vu qu'un peu plus loin, je le disais tout à l'heure, dans l'exposé des motifs de l'article 19, ça a été repris. De doubler ces plafonds, ça va inévitablement fragiliser et accentuer le fonctionnement de nos artisans sur l'embauche, sur l'apprentissage et sur le fait tout simplement que un jeune qui veut aujourd'hui se lancer, si il a d'un côté la voie de l'artisanat en adhérant à une chambre de métiers d'artisans et d'autre côté la possibilité d'être auto-entrepreneur avec des conditions fiscales et sociales nettement plus avantageuses, naturellement, il va aller vers le statut d'auto-entrepreneur. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a manifestement une distorsion dans la volonté auquel je souscris, je le dis encore, de vouloir développer l'entrepreneuriat dans notre pays et notamment auprès des jeunes, mais le fait que l'on va fragiliser et mettre en péril quelque chose qui quand même fonctionne dans notre pays, qui est l'artisanat. Je vous rappelle, c'est quand même 3 millions d'actifs. On dit souvent c'est la première entreprise de France, et l'artisanat, c'est 100 000 embauches chaque année. Et donc, il faudrait qu'on arrive à peut-être un peu plus concerter, ou en tout cas avoir peut-être une étude d'impact de ce que va engendrer ce doublement de seuil, parce que j'ai peur que là, pour vouloir mettre en avant des effets positifs, on risque, sans s'en rendre compte, d'affaiblir quelque chose de très important dans notre pays. Voilà, merci. Monsieur le rapporteur, vous voulez répondre? Oui, monsieur le député Pauget, je dois vous dire très sincèrement que les personnes que j'ai auditionnées n'ont pas insisté sur cet aspect. Ils sont beaucoup plus attachés sur le plafonnement des contributions affectées à la formation professionnelle qu'à cet effet de seuil. Que ce soit les micro-entreprises, qui savent très bien qu'à partir d'un certain niveau, et je l'ai dit tout à l'heure, qui correspond à peu près au seuil actuel, il est plus intéressant pour eux de revenir au régime réel, ou les artisans eux-mêmes et la CAPEB que j'ai reçue, qui étaient très apaisés par le fait que le taux de TVA s'appliquerait dans l'entre-deux seuil. Et je n'ai pas senti à un moment où l'activité reprend par ailleurs, hein, au moment où le carnet de commande reprend, je n'ai pas senti du tout cette mesure vécue comme une pénalité contre les entreprises et les artisans. Les effets soient plus à moyen et à long terme. Sur le court terme, le fait d'avoir préservé la franchise de TVA, c'était la revendication principale et on y consent. Mais les effets sur le moyen et le long terme vont naturellement se faire sentir. Qu'est-ce qui fera qu'un artisan qui aujourd'hui est sur des chiffres d'affaires aux alentours de 150 à 200 000 euros, de lui-même, il se posera la question. Quel intérêt il aura à rester dans le statut d'artisan et de cotiser auprès d'une chambre des métiers d'artisanat? Je le disais tout à l'heure, un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, qui va démarrer avec un petit chiffre d'affaires, quel intérêt il a à devenir artisan? Et du coup, derrière, c'est toute la partie de l'apprentissage qui risque d'être fragilisée. Comment donner envie à nos jeunes, dès le collège et dès le plus jeune âge, à embrasser ces professions d'artisanat où moi je suis persuadé qu'il y a des ressources, il y a des choses à faire aussi en termes d'éducation, parce que contrairement à l'Allemagne, on est en retard en France sur le fait d'embrasser ces métiers de profession. Et je ne le dis pas à titre politique, je veux pas faire c'est pas un problème de droite-gauche ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement qu'il y a une réflexion plus approfondie, plus nourrie à mener. J'entends l'engagement du président Macron qui s'est engagé là-dessus, mais il ne faudrait pas que par rapport à une logique de court terme,
il y ait des effets sur le moyen et le long terme qu'on risque de regretter dans l'avenir. Et c'est pour ça que je parlais plus d'un principe de précaution qu'autre chose. Monsieur le rapporteur. Oui, prudent, vous avez raison, il faut l'être. Je redis que le nombre d'entreprises concernées par cette mesure, augmentation des seuils, est très limité, probablement 6 000 micro-entreprises au total. Il s'agit, en relevant ces seuils, d'éviter que les micro-entreprises ne se brident dans leur développement. Mais je crois aussi, et pour aller dans votre sens, qu'il faut une certaine souplesse dans l'évolution des statuts et peut-être même, c'est une idée, alors là, cette fois-ci qui est personnelle, permettre le retour au régime de micro-entreprise immédiatement l'année suivante, le choix du régime temps réel. Oui, mais si vous voulez permettre le droit au remords, le retour au régime de micro-entreprise après une année où le choix... Mais ça, ce n'est pas une proposition qui fait l'objet de l'amendement. C'est une réflexion personnelle. Profitons encore, j'avais un petit peu de temps. Pourquoi pas engager l'idée de dire que le régime de l'auto-entrepreneur, ça permet de lancer une activité. À partir du moment de 1 an, 2 ans, 3 ans, lorsque l'activité est arrivée à maturité, pourquoi ne pas, au bout d'un certain nombre d'années, demander à ce que l'on intègre les dispositifs traditionnels, notamment autour de l'artisanat. Moi, j'ai dans ma circo, alors je suis député des Alpes-Maritimes, j'ai la ville d'Antibes, Jean-Lépin, et j'ai des petits villages. J'ai un village qui s'appelle Biot, qui est considéré comme la capitale du verre. Ce sont essentiellement de l'artisanat d'art, et notamment des maîtres verriers. Ils sont en difficulté. Ce type, et ils sont sur des chiffres d'affaires. L'activité, elle est aux alentours de ces seuils de chiffre d'affaires. Ouais, voilà, c'est de ce montant-là. Demain, vraiment ma crainte, c'est que le fait de doubler le seuil de chiffre d'affaires, ça va être encore plus difficile de faire venir des artisans verriers, avec tout ce qu'il y a derrière aussi, le fait, le compagnonnage, le fait de statut de maître verrier, enfin, il y a des valeurs aussi fortes derrière là-dessus. Et c'est ça qu'on risque de fragiliser, de mettre en péril. Oui, monsieur Kasbarian. Oui, juste une remarque. Je ne suis pas certain de comprendre pourquoi est-ce qu'on oppose le régime fiscal de micro-entreprise et le statut d'artisan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les artisans sont protégés au sens où tout le monde ne peut pas devenir peintre en bâtiment. Il faut être formé, avoir des qualifications reconnues, etc. Tout le monde ne peut pas être tapissier, tout le monde ne peut pas être verrier, tout le monde ne peut pas, etc. Là, ce dont on parle, ce n'est pas le statut et la protection de l'artisanat, c'est le régime fiscal de la micro-entreprise. Je ne comprends pas très bien pourquoi on oppose les deux, en se disant qu'un artisan ne peut pas être micro-entrepreneur et qu'en gros, il y a une concurrence entre les deux. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je précise aussi qu'il y a aussi une franchise de TVA qui est limitée, c'est-à-dire qu'on a décidé aussi, dans le projet, de ne pas doubler le seuil de TVA. C'est aussi un autre élément qui, justement, visait à éviter une concurrence déloyale. Donc voilà, juste un petit bémol, attention à ne pas opposer micro-entrepreneur, qui est un statut fiscal, avec la qualité d'artisan, qui est pleinement protégée, et attention aussi au seuil de TVA, qui, lui, reste inchangé. Merci, monsieur Pauget. Sur des métiers avec une vraie spécificité, je parlais de l'artisanat d'art, vous avez raison. Sur des métiers beaucoup plus larges, dans le domaine du bâtiment, venez chez nous dans le sud, peintre, plombier ou maçon, où il y a besoin de moins de qualifications. Vous avez aujourd'hui des auto-entrepreneurs qui se déclarent dans ces types de métiers sous le statut d'auto-entrepreneur et qui n'adhèrent pas au CAPEB. Alors moi, quand j'appelle un plombier, je peux vous dire que je fais attention à qui j'appelle quand même, parce qu'on sait que l'erreur peut être démontrée. Ok, monsieur Kasbarian. Oui, je le répète encore, on ne peut pas aujourd'hui exercer une activité de peintre en bâtiment si on n'a pas les qualifications nécessaires. On ne peut pas être plombier sans avoir les qualifications nécessaires. Qu'éventuellement certaines personnes fraudent et ne respectent pas la loi, c'est une chose. De là à dire que c'est quelque chose qui est toléré dans le droit, ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas être peintre en bâtiment si vous n'êtes pas reconnu comme peintre en bâtiment par la Chambre des métiers.